Alors maintenant, donc on a vu les deux premières grandes catégories de la première classe. Maintenant, on passe aux diurétiques épargneurs. Je rappelle leur site d'action. On est bien en aval, hein, on est ici, on est au niveau du tube distal terminal et au niveau du tube collecteur. Première sous-classe, les antialdostérone. Et un médicament magique, je vous dis qu'il est vraiment magique, spironolactone. Vous verrez, il n'est pas aussi magique que ça, malheureusement, à cause de ses effets indésirables, mais qui a vraiment beaucoup aidé dans l'hypertension résistante, dans l'insuffisance cardiaque, dans les œdèmes cirrhotiques, par exemple. C'est un analogue structural de l'aldostérone, spironolactone. Voilà. Si vous regardez les molécules, elles se ressemblent un peu. C'est un inhibiteur compétitif de l'aldostérone. Donc il va se fixer sur les récepteurs cytoplasmiques des minéralocorticoïdes et en bloquant les effets de l'aldostérone, puisqu'il a plus d'affinité que l'aldostérone, eh bien, il va bloquer tout ce qui est protéines, synthèse de protéines induite par l'aldostérone. Et au premier lieu desquels, ENaC, le canal sodé épithélial. ENaC et des canaux potassiques. Moindre synthèse de la NAK-ATPase, vous verrez tout ça sur un schéma, moindre production mitochondriale d'ATP. Donc encore une fois, la molécule la cible. Donc pour chaque diurétique, vous devez être immédiatement capable de citer la cible, immédiatement capable de connaître les effets indésirables liés à la fixation sur la cible. Ce que je viens de vous dire, je vous l'ai écrit sur la gauche, c'est exactement la même chose, mais pour ceux qui ont une mémoire beaucoup plus visuelle, voici par exemple le noyau, voici le récepteur cytoplasmique de la spironolactone, et puis sa fixation sur le noyau, eh bien, de l'aldostérone, pardon, eh bien, vous bloquez avec la spironolactone, et là vous allez bloquer toute une synthèse de protéines, protéines canal ENaC, protéines canal et énergie NAK-ATPase, canal potassique, etc. Donc, finalement, ce sont des épargneurs de potassium parce que ce n'est pas un échange, ce n'est pas un cotransporteur sodium-potassium, mais c'est un échange sodium-potassium qui a lieu ici. Donc l'effet salidiurétique est relativement faible. Pourquoi? Parce qu'on est tout en aval, là on n'a plus que 2-3% de réabsorption. Évidemment, il y a une maladie qu'on appelle l'hyperaldostéronisme primaire, c'est une forme d'hypertension secondaire qui représente 2-3% des cas, beaucoup plus dans les centres spécialisés. Et quand il n'y a pas d'adénome individualisé, ce qu'on appelle une hyperplasie des deux surrénales, il faut donner un médicament de ce type-là. Donc s'il existe un hyperaldostéronisme primaire, c'est tout à fait efficace, même s'il existe d'ailleurs un hyperaldostéronisme secondaire à l'hypovolémie. Donc excrétion sodée et diminution de l'excrétion de potassium et de protons, pour les raisons que je vous ai expliquées. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? On a complètement changé de système. Avant, pour diurétique thiazidique et pour furosémide, je vous disais, diurétique de l'ange, je vous disais diminution de la réabsorption de sodium, donc augmentation de l'excrétion de sodium, augmentation de l'excrétion de potassium et de protons, alcalose hypokaliémique avec perte de sodium. Mais là, on a uniquement l'excrétion de sodium. Pourquoi? Parce qu'il y a un échange sodium-potassium, sodium-proton. Et on réabsorbe du potassium et du proton. Donc, hyperkaliémie, risque d'hyperkaliémie. L'hyperkaliémie est plus grave que l'hypokaliémie. Elle se manie de manière beaucoup plus difficile. Donc, effet indésirable majeur, le premier, c'est celui-là, hyperkaliémie. Deuxièmement, souvenez-vous, on n'est pas en train de perdre des protons, mais on en absorbe trop. Donc ce n'est pas une alcalose métabolique, mais c'est une acidose métabolique. C'est une acidose métabolique avec hyperkaliémie,
alors qu'avec les autres, on était en alcalose métabolique avec hypokaliémie. Et puis comme cette spironolactone manque un peu de sélectivité, on aimerait bien qu'elle soit très sélective du récepteur de l'aldostérone, mais elle est aussi antagoniste des récepteurs à la progestérone, des récepteurs de la testostérone, et il existe des effets indésirables. Et ça, en pratique clinique, on vit tous les jours avec ça. Gynécomastie et troubles des règles. Gynécomastie, c'est une augmentation de volume de la glande mammaire, chez les hommes comme chez les femmes. Mastodynie, c'est une augmentation de la tension mammaire, les seins sont douloureux, chez les hommes comme chez les femmes, et troubles des règles chez les femmes. Et donc ça, ces manifestations, c'est très dose dépendant, quasiment impossible à prévoir, mais enfin, la probabilité est élevée quand même chez quelqu'un qui est traité au long cours. Donc on cherche de nouveaux médicaments anti-aldostérone qui sont beaucoup plus sélectifs, qui sont sélectifs de l'aldostérone et pas des hormones sexuelles pour ne pas avoir ces effets indésirables qui sont quand même très invalidants. Quatrième et toute dernière classe pharmacologique, triamtérène amyloride. Ce sont des diurétiques distaux qu'on appelle non antagonistes de l'aldostérone. Ils ne vont pas aller se fixer sur le récepteur de l'aldostérone. En revanche, ils vont bloquer ENaC directement. Action tubulaire directe. Passe pas par la transcription. Exactement comme furosémide thiazidique, ce sont des bloqueurs de la membrane luminale d'action tubulaire directe. Ce sont des bloqueurs du canal sodé épithélial. Et là, pour des raisons de différence de potentiel négative de la lumière vers la cellule, ils vont diminuer la sécrétion de potassium et de protons. L'effet net, on augmente l'excrétion de sodium, on élimine moins de potassium et de protons, et on arrive exactement à la même acidose métabolique avec hyperkaliémie. Donc le plus connu est l'amyloride. J'aurais dû mettre l'amyloride devant le triamtérène. Peut-être que c'est le plus ancien aussi. Mais retenez, c'est bien une action tubulaire directe. Bon, je ne vous embête pas avec ça. Je pense que vous n'en avez pas besoin. Retenez juste que, vous voyez, retenez ça quand même pour bien le différencier de la spironolactone. L'aldostérone, sur son récepteur cytoplasmique, intervient au niveau nucléaire pour transcrire des protéines et ces protéines vont fabriquer différents canaux. Bon, on passe par toute cette voie-là. En revanche, quand vous donnez de l'amyloride, vous bloquez le canal qui est déjà synthétisé. Qu'est-ce que vous pouvez en conclure déjà sur le délai d'action de l'un par rapport à l'autre? Quel sera le plus rapide? Le deuxième. Voilà. Donc retenez, quand on démarre un traitement par la spironolactone, il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour avoir un plein effet. Ça, je vous le passe. Hyperkaliémie, acidose métabolique, on l'a dit. Et c'est fini.